Bonjour à tous, bienvenue au Club, votre nouvelle émission dédiée à la pop culture. Depuis septembre dernier sur VL, on accompagne et on reçoit celles et ceux qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent encore. Et là, cette fois-ci, on s'intéresse à un corps de métier qu'on ne met pas assez souvent en lumière sur les plateaux, et on va se faire un plaisir de les recevoir et d'en parler avec eux. Ce sont deux grands dessinateurs de dessins animés qui nous accompagnent, je le disais, depuis, pour certains projets, depuis quasiment 30 ans. Mais vous les connaissez, je cite pêle-mêle Witch, Totally Spies, Le Conan l'Aventurier, Les Mystérieuses Cités d'Or Nouvelle Génération, Martin Mystère et bien d'autres. Autant vous dire que, quelle que soit votre génération, vous avez vu à un moment donné l'un de leurs programmes. Bonsoir déjà Rui Pasquale. Bonsoir Alexandre, comment vas-tu? Mais ça va très bien avec nos invités, ça ne peut que qu'aller. On peut dire qu'ils nous ont vraiment biberonnés. Ils nous ont biberonnés, pourtant on les connaît pas bien. C'est pour ça que c'est important de les avoir avec nous. Alors, un deuxième invité va nous rejoindre dans un instant, il est en cours de route, il ne devrait pas tarder à arriver. Rejoint, c'est les aléas des transports, n'est-ce pas? Mais nous avons déjà monsieur Bruno Martino qui était avec nous, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir, et je disais, c'est vrai que on connaît votre travail, on connaît vos personnages, on connaît vos univers, on vous connaît moins bien. Comment vous expliquez que vous soyez un corps de métier qui est si populaire, parce que l'animation en France, depuis une trentaine d'années, se porte très bien, et que pourtant, à part quelques grands noms, on vous connaisse moins bien? Déjà, on a un problème pour se faire connaître, c'est-à-dire que nos noms apparaissent sur des génériques qui sont quasiment pas diffusés. En général, il y a des coupures pub, donc ça faut le savoir. Non, mais en fait, peut-être que par rapport aux États-Unis, où on développe beaucoup de art-of, des bouquins consacrés au travail du dessin, des productions d'animation. En France, on n'en a pas beaucoup. Franchement, j'en vois très très peu consacrés au dessin, au making-of des séries ou des films d'animation. Donc, alors peut-être que ça vient de là. Mais ça, je ne sais pas expliquer pourquoi il n'y a pas autant d'infos là-dessus, quoi. Oui. Mais vous êtes aussi nombreux dans cette industrie, générique, donc j'ai envie de dire encore plus noyé dans la masse quand on voit aussi le défilé des génériques. Complètement. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué cette histoire. Et puis, encore une fois, la plupart du temps, sur les séries, les génériques sont envoyés à toute vitesse. Je défie quiconque d'arriver à lire un nom sur un générique. Alors il y a quelques noms quand même qu'on connaît évidemment dans l'industrie de l'animation, que ce soit d'ailleurs dans les producteurs, dans les créateurs, que ce soit aussi dans les concepteurs de musique. Vous verrez que dans certains génériques, notre ami Noam Caniel revient assez fréquemment. Chalopin, Saban, IDDH, c'est des noms qu'on a pu voir défiler pendant des années. Et on va essayer justement de rendre l'exercice d'aujourd'hui avec nos invités assez ludique, puisqu'on va mélanger ce travail visuel avec les génériques, avec ces dessins qu'on avait envie de vous montrer. Mais rentrons dans le vif du sujet tout de suite avec un premier générique, parce que c'est évidemment peut-être l'un des dessins animés très connus, qui a bercé d'abord une première génération dans les années 80 et qui est revenu pour 3 nouvelles saisons, histoire de finir l'action et l'histoire dans les années 2010. Forcément, vous le connaissez. Mais voilà, ça marche bien et ça fonctionne toujours. Regardez. Surprise. Voilà pour ce générique vraiment qui est culte et qui reste évidemment culte, Les Mystérieuses Cités d'Or. Je discutais, alors, pour toute autre chose que nos émissions, je discutais avec des écoles d'animation qu'il y a en France, avec des jeunes gens, et je leur demandais un peu quels étaient les gens qui les avaient marqués, influencés. Il y a eu une époque, effectivement, c'est assez récent l'animation en France, en tout cas, que ça fonctionne bien, grosso modo les années 70, la fin des années 70. Même avant, mais à la télévision, je parle, vraiment pour la télévision. Bien sûr. Est-ce que, par exemple, des gens comme Chalopin, Derriès, ça fait partie des gens qui ont été importants pour les talents que vous êtes? Bien sûr. Enfin, je pense que Derriès et Chalopin, ils ont amené, en quelque sorte, la modernisation un petit peu de l'animation française. Mais en fait, moi, je l'ai croisé, Derriès. C'est la personne qui m'a fait rentrer justement sur la série Conan. Donc, Conan l'aventurier. Conan l'aventurier. Voilà, exactement. Donc, c'est quelqu'un d'influent et qui a toujours
je pense que c'est une référence. Hein, et puis ils ont amené les dessins animés japonais avec oui. ou les coproductions avec déjà René Borg à la base, qui était le mentor juste avant. Oui, et puis alors on peut citer donc René Huchez, enfin Bruno Huchez aussi, qui a beaucoup compté pour l'importation de dessins animés japonais. Notamment, c'est lui qui a importé Goldorak, etc. Donc on est déjà dans la fin des années 70. Hein. Et ça, c'est évidemment, on est sur des thématiques et des personnalités qui sont extrêmement importantes. On va continuer à discuter parce que notre deuxième invité est là. Et j'avoue que on va l'accueillir, mais d'abord, on va vous montrer, parce que finalement, tout est lié, puisqu'on parle d'animation, tout est lié. On a parlé du dessin, on a parlé des chansons, et pour le faire venir, je voudrais sensibiliser à une cause qui est importante en ce moment, c'est les dangers de l'intelligence artificielle pour les comédiens faisant notamment du doublage, qui craignent beaucoup pour leur métier, et beaucoup de ces personnalités que l'on connaît, qu'on a reçues dans cette émission, interpellent en ce moment la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur ces questions-là. Ils ont fait un très joli petit clip sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, dont on va vous faire découvrir maintenant. Ça va nous permettre d'accueillir notre deuxième invité et de pleinement rentrer dans la conversation juste après. Mais voici ce clip que je voulais vous présenter. Regardez. Bonjour, je suis Brigitte Lecordier, Donald Renew, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lila Lacombe. Je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson, Freezer, Jim Carrey, Marge Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Ils vont briquer le doublage. Espèce d'enfoiré! Non, non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films, mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. sans notre consentement ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. Les graphistes, musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous quoi. Oh, pinaise! Vous avez compris, La culture est en danger. car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles, En usurpant par exemple votre identité ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo, et tous les métiers liés à la voix. Ce sont plus de 15 000 emplois. Artiste, production. Ingé son, Direction artistique. sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, C'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions. Alors, exigez avec nous qu'elle soit de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. vous qui êtes attachés à nos voix, Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. pour que le doublage en France Reste une exception culturelle. vous pouvez la taguer en commentaire. partagez en story. Et signer la pétition dans nos bios respectives. hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes Par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. C'est super efficace. Il est très C'est super efficace. Et oui, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Il ne faut pas que la machine remplace l'homme, surtout pas. Mais avant que vous disiez des choses, on va quand même vous présenter. Parce que vous n'étiez pas là il y a 2 minutes. Fernando Lira Sarabia. Vous avez vu, je l'ai dit d'une traite, je me suis entraîné pour pas gâcher l'effet d'annonce. On est ravis, je le disais tout à l'heure, de vous recevoir tous les deux et pour parler de l'animation. Effectivement, la campagne menée pour sauver le doublage et de l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un combat important. On y a consacré une émission, on va essayer d'en consacrer une nouvelle à la fin de l'année pour sensibiliser évidemment à cette question. Mais c'est vrai que c'est l'écosystème même des dessins animés qui est important. Mais voilà, la musique, les séries, la voix, etc., tous ces dessins, c'est quelque chose qui est très important. Et on explore toutes les coulisses, en fait, l'envers du décor. Et c'est important notamment de parler de ces artistes que l'on connaissait, ces dessinateurs qu'on avait envie de mettre en avant. Et je parlais tout à l'heure avec Bruno Martino, peut-être je peux vous poser la même question. Il y a une génération qui a défriché un peu le terrain de l'animation en France, notamment. Est-ce que vous avez été bercé par ces grands noms que sont René Borg, Jean Chalopin, Bernard Derriès, et même notre invité de BRB qu'on avait accueilli en Espagne, Claudio Björnborg aussi, qui a fait le tour du monde en 80 jours, D'Artagnan et Los Tres Mosqueteros. Les trois mousquetaires. Voilà, les trois mousquetaires. Alors, il va falloir penser à nos auditeurs français, ça va être compliqué. C'est un petit clin d'œil à notre ami espagnol. Mais ça fait partie des gens ils ont compté. que vous avez, qui ont compté pour vous, qui vous ont donné envie de faire ce métier. Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis d'origine espagnole. Je suis arrivé en France. C'est pas grave, on vous pardonne. Voilà, mon accent, là.
Je suis d'origine portugaise, c'est pas grave. Et depuis 25 ans, je me verse dans le dessin animé français surtout. J'ai évidemment touché à l'animation en Espagne, mais assez rapidement, je suis venu à la terre promise pour moi, que c'est la France, à ce niveau-là. Pourquoi? Ça m'intéresse. Parce que finalement, moi j'étais touché évidemment pour tous les vieux artistes, tous les classiques français qui ont été des repères pour moi. Tous les belles moussets parisiens qui sont extraordinaires. On bras vraiment les œuvres que j'ai étudiées dans mes beaux-arts et les arts déco. Et en fait, quand tu arrives ici en France, en tout cas dans mon époque, il y a presque 30 ans, c'était une découverte extraordinaire que j'ai embrassée avec toute la culture sociale aussi, qui est dessinée dans le dessin animé, aussi toute la vie sociale et culturelle française qui est extraordinaire. Et surtout, ce qui concerne le dessin animé, j'ai fait des rencontres extraordinaires, surtout dans la boîte où j'ai reconnu Bruno. Et oui, c'était génial. C'était Savane. Savane, SIP Animation après. Exactement. SIP Animation. Ouais. C'est une société extraordinaire où j'ai eu des rencontres. Principalement, c'était Bruno aussi. Mais Bruno Bianchi, parce que c'était la team de Chalopin aussi. Ça a été qui est très important sur Inspecteur Gadget, les Entrechats, Isnogoud et tant d'autres princesses ici. C'est lui qui m'a accueilli au studio. Il m'a donné l'opportunité de devenir character designer dans les premières dessins animés qu'on a fait ensemble. C'était Achille Talon. Oui, exact. C'était extraordinaire avec Bruno. 1996. Tout à fait. Et après, j'ai continué avec deux autres projets qui m'ont proposé où j'ai pris un rôle beaucoup plus humble, plus grand, en tant que directeur artistique, à faire des recherches sur les gadgets des gadgetinis. Il te sort plein de séries. Alors, on va tout. Vous avez on va essayer d'explorer. En fait, c'est les clones d'Inspecteur Gadget. Mais on va en parler pas longtemps. Parce que j'essaie d'explorer. On va pas. Parce que tu as des images aussi. Être transverse. On va pas être transverse sur tout votre parcours. J'essaye de rassembler un peu ce qui vous réunit tous les deux. Oui. Sinon, on en aurait pour 10 heures. Je voudrais voir un premier dessin, parce que les dessins, on va les mettre en avant, les accompagner. Et je voudrais commencer là avec. Alors là, évidemment, on s'inspire d'un personnage qui a déjà existé. Mais quand même, c'est quoi un bon personnage quand on le crée? Quelles doivent être ses caractéristiques en tant que cara designer quand vous vous lancez dans la création ou le dessin d'un personnage? Du coup, on va voir deux sons de cloche. Bruno Martino. Écoutez, et on va avoir deux autres dessins qui circulent. Tu complètes parce que j'ai oublié des trucs. Mais en règle générale, on travaille. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans la partie animation, dessin animé, il y a les animateurs. Donc nous, en tant que concepteurs de personnages, on doit avoir le souci que nos personnages soient manipulables par les animateurs dans toutes les positions, dans toutes les, tout ce qui est les contraintes de scénario. Si le personnage se met à courir, à parler, à faire des grimaces, etc., il faut qu'il soit animable. Donc ça répond à des contraintes techniques. Donc on est obligé d'avoir des personnages qui sont facilement manipulables, parce qu'il va y avoir une quantité de petites mains qui vont devoir justement le mettre en situation en suivant les directives du storyboard. Et pardon de poser cette question un peu naïve, mais puisque vous êtes deux excellents dessinateurs, on ne voit que des personnages qui sont forcément manipulables. Mais admettons, prenons le cas de Esteban par exemple, s'il n'était pas manipulable, ça se verrait sur un dessin? À quoi on le reconnaîtrait? Comment ce serait? En fait, ça existe. Les process créatifs, comme il disait Bruno, c'est un process où, effectivement, nous, graphiquement, on crée un personnage qui a une âme, une personnalité, c'est le plus important au début. On essaie de coller à la caractéristique d'un écrivain, d'un scénariste qui fait ça. Après, on a les contraintes techniques, mais qui sont évoluées. On pourrait discuter ça plus tard. Mais nous, en tout cas, dans le dessin animé que vous voyez là, des Mystérieuses Cités d'Or, on a des simplifications graphiques qui permettent effectivement aux animateurs de pouvoir créer le mouvement, c'est-à-dire de redessiner nos personnages d'une façon simple. En fait, ce que vous voyez là, ici, par exemple, ce qu'on appelle le style shell shading, que c'est un dessin, en fait, un style, on pourrait dire japonais, européen aussi, mais en fait, l'idée, c'est de simplifier les formes, qui soient assez symboliques, pour que les animateurs ils peuvent les bouger. Ça donne un style, ce que vous voyez là. En fait, le processus, c'est que ces contraintes techniques, ils nous permettent d'être créatifs. C'est-à-dire, en aucun cas, on voit, nous, dans notre travail, ça comme une contrainte, alors que, oui, évidemment, on peut imaginer que des fois, on a envie de rajouter plus de détails, plus de choses. Alors, on choisit parmi les choses que nous, on croit que c'est intéressant sur un personnage, des détails. Sur Esteban, il y avait le détail de son médaillon, peut-être des tiges dans les yeux, la façon qu'il a ses cheveux coupés. Et de moderniser aussi, tout en à plus fait. D'adapter, puisque ça date aussi comme série. Là, effectivement, c'est un travail qui est fait à partir des dessins originaux de Bernard et Bernard Dariès et Jean Chalopin. Et Jean Chalopin et tous les auteurs effectivement japonais qu'il faut faire honneur à eux. Exactement. À la base. C'est important aussi. En fait, moi j'ai modernisé. Dans ça, c'est un cadre où j'ai carrément modernisé un peu mon personnage.
Et pour rentrer un peu dans les détails, le processus principal, c'était de donner à la personnalité. Comme vous voyez, les planches, c'est donner l'esprit au personnage, de le moderniser, et qui garde l'esprit original en les complexifiant dans l'histoire qu'on va raconter une nouvelle. Notre rôle, c'est que les personnages ils collent bien à l'histoire qu'ils racontent. Et avec un bon mélange aussi de 2D, 3D, ce qui n'est pas facile, alors, parce que la 3D, souvent, des fois ça réussit, des fois c'est casse-gueule. Là, vous avez trouvé un bon compromis. Alors, comme vous voyez dans ces planches-là, qui forment part d'une exposition que j'avais faite sur le processus de continuation des Mystérieuses Cités d'Or, là, les personnages que vous voyez ici, là, à gauche, c'est une pente en 3D. C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais là, on peut faire des personnages qui après sont modélisés en 3D. C'est-à-dire qu'on a le dessin qu'on fait en 2D, et dans la modernité de la technologie d'aujourd'hui, on utilise beaucoup la 3D, on fait une pente en 3D. C'est-à-dire que moi, je fais des références pour qu'après, un marionnettiste, il va créer le dessin que vous voyez à gauche, qui va être fidèle à mon travail à moi, qui c'est un peu dans les 3 planches que vous voyez là, et qui va être fait en 3D. C'est-à-dire que c'est assez compliqué de vous dire, c'est qu'on passe du dessin toujours à la base. C'est la base de l'âme de notre travail, c'est le dessin. C'est inspiré avec beaucoup de crayons, on arrive très rapidement à poser les choses intéressantes. Mais on est confronté à l'évolution de la technologie, que c'est l'univers 3D. On travaille encore avec beaucoup plus des artistes. Ou carrément, on a plus de limites. Là, par exemple, la Mystérieuse Cité d'Or, on a gardé ce look simplifié, original. Mais il y a des autres projets que je pourrais montrer. On va les voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure. Mais on va continuer d'ailleurs sur les cités d'or parce que il y a les personnages, mais il y a aussi les vaisseaux, par exemple. Bien sûr. On va voir arriver. On l'a vu passer rapidement. On a vu le Condor qui est plus angulaire, alors qu'il faisait plus poule à l'époque. Ou Zia qui a perdu ses chaussettes entre temps. Tout à fait. On va avoir un deuxième décor qui va arriver. Là, c'est le. Ah oui, là, par exemple, vous avez un personnage nouveau. Un vaisseau nouveau. Un vaisseau nouveau qui est créé. Ils m'ont laissé libre. C'est marrant, il a un côté aquatique un peu. Tu sais à quoi il me fait penser? On dirait l'un des vaisseaux des mondes engloutis, des pirates. Ah oui, c'est vrai, il y a un côté comme Il ça. y a un petit côté mondes engloutis, des pirates. C'est vrai. Dans le cadre de cet ouvrage qu'on a fait, on avait à respecter une partie de l'œuvre originale et toute la continuation qu'on a fait. Je peux quand même être assez créatif dans des autres parties, même des personnages secondaires que vous verrez après. Puisque là, il faut préciser que c'est totalement nouveau. Oui, dans le cas des autres personnages, il y avait déjà une préexistence. Là, c'est une création en plus à part entière. Pour la suite des Cités d'Or, donc avec Witch, par exemple, qui a créé dans la 2e saison des nouveaux personnages assez extraordinaires. Bien sûr, on avait la contrainte d'adapter déjà les personnages existant dans la bande dessinée, parce qu'au départ, Witch est une bande dessinée. Bien sûr. Donc, et c'est dessiné par Barbucci et Canepa, qui avait fait Skydoll, je crois. Il y avait même le Witch Mag. Donc, nous, le souci, c'était déjà d'adapter pour l'animation les personnages préexistants. Mais après, évidemment, au fil des épisodes, il faut créer quantité d'autres personnages qui vont avoir une fonction importante. Il y a les personnages très colorés d'ailleurs, cette bien sûr. On va y revenir. On pourrait parler sur ça. Je ne sais pas si j'ai ramené des dessins de Witch, mais bon. Et on fait souvent le rapport avec Sailor Moon d'ailleurs. J'ai pas tout. On va en reparler tout à l'heure, mais juste un dernier, parce qu'on a parlé des personnages. Il y a les décors aussi. Ah oui, ça c'est évidemment très important parce que c'est ce qui va donner vie à ce qui arrive derrière les personnages. Un bon décor, là je vous repose la même question tout à l'heure, mais Bruno Martino, c'est sans parler forcément de celui-là, mais c'est quoi un bon décor dans un dessin animé? Alors moi, je suis pas la bonne personne pour répondre à ça. J'ai jamais fait de décor dans le dessin animé, alors que j'en fais dans la bande dessinée maintenant. Je me suis rattrapé depuis. Justement, ça me manquait. Parce que dans le dessin animé, on travaille par secteur, par spécialité. Donc ça, il faut le savoir. Alors maintenant, peut-être que ça évolue un petit peu. Moi, finalement, je me suis éparpillé. Voilà, toi, tu t'es éparpillé. Moi, c'est un poulpe. Voilà. Oui, tu touches moi, dans mon travail, j'étais spécialisé en chara design. Donc, je me concentrais sur les personnages. Mais disons que c'est les mêmes problèmes que pour... Alors non, c'est pas tout à fait les mêmes problèmes que pour les personnages, puisque le décor, à moins d'une tempête ou d'un effondrement du décor prévu dans le scénario, en général, c'est pas destiné à bouger beaucoup les décors. Donc, on peut peut-être pousser un peu plus la dimension artistique, mais avec plus de détails. Avec plus de détails, on a le droit, mais il faut quand même répondre à un climat général, à une esthétique. Donc ça, on est obligé de respecter des codes qui ont été définis avant la série, avant que la série commence, avant que la production commence. On essaie, voilà ce qu'on appelle la bible graphique ou la charte, la référence, appelons ça comme on veut. Et donc on essaie d'établir des normes esthétiques qui doivent être les mêmes de A à Z, c'est-à-dire du début de la série jusqu'à la fin. Voilà. Et alors, un bon décor pour vous? Moi, j'ai confronté dans mon travail, je commençais un peu en chara designer comme Bruno, mais après j'ai évolué sur des postes, je fais aussi mes décors. Vous voyez là, ici, c'est mes travail aussi dans les décors. Il fait les décors, souvent c'est le support où les personnages vont évoluer. L'idée, c'est illustrer
un décor. Comme dans le cinéma, nous simplement on utilise de coupe crayon aussi et de la peinture numérique, comme vous voyez là. Et en fait, dans l'idée, c'est créer des lieux qui sont dans un style précis. Par exemple, c'est Mystérieux Cité d'Or. Ils m'ont demandé de créer des décors qui sont assez réalistes, avec une touche assez illustration. C'est comment on peut dire, c'est illustration. Il y a plusieurs façons d'expliquer un style. Là, c'est un style assez pictural, un peu impressionniste, je trouve. Et on utilise des broches, des détails pour donner ce que vous voyez dans l'image. Effectivement, dans le travail, dans le processus créatif, il y a un travail en ref, c'est-à-dire en noir et blanc, comme vous voyez là. Ça, c'est le décor qu'il avait fait au début. Préparatoire. À partir de là, parce qu'ils sont basés sur une explication qu'il y en a dans le scénario, les lieux, qu'est-ce que c'est jour, nuit, ce qui se passe dedans, une porte. Même les décors, ils peuvent être des personnages, souvent. C'est-à-dire, je considère. Souvent dans mon travail, j'ai créé des décors qui sont une âme aussi. Et le côté mystère, qui est toujours bien présent. Ces dessins en noir et blanc, alors évidemment la couleur, ça rend super bien, mais les dessins en noir et blanc sont absolument sublimes. Bien sûr. C'est du sens du détail, on voit les petits bouts de liane au fond, enfin voilà, c'est un peu dégradé, l'espèce d'œuf, etc. Parmi dans les décors, je pense qu'il y a aussi des décors, je fais pas tous les décors, j'ai fait comme directeur artistique, j'ai fait souvent les recherches principales. Il y avait des personnes qui m'aident à continuer, j'ai fait honneur ici à ces personnes-là, dans le métier aussi, qui c'est le décorateur, comme disait Bruno. Mais en fait, au début, je suis tout seul à faire dans chaque épisode quelques décors de référence qui posent la direction d'un décor. C'est-à-dire, j'ai créé par exemple là, c'était si je me souviens bien, c'était le temple des dieux singes, si je me souviens bien. Et en fait, il fallait faire les statues des dieux singes d'abord, très important. Et une partie où les enfants ils vont trouver des indices de les cités d'or. En fait, c'est le plus important. J'ai fait quelques décors là-dedans. Et après, pour tout l'épisode et tout le reste du travail, on a des équipes. Parce que dans les 3 nouvelles saisons des Cités d'Or, il faut l'expliquer, ils voyagent au Canada, en Afrique, en Chine, et ils sont à la recherche des 6 autres Cités d'Or. On n'est plus que dans les contrées mayas d'origine, c'est bien de situer le contexte aussi. C'est ça qui est extraordinaire dans la continuation de Mystérieux Cité d'Or, c'est qu'on a fait évoluer les concepts originaux qui s'est passé dans les pays des Incas. Nous, on a fait partir en Chine, en Inde. Là, vous voyez, c'est l'Inde, mais on a l'Arabie, en fait, on est revenu à Barcelone, et on a fini à Chambord. Avec les rois français. Vous avez même dessiné un certain Hayao Miyazaki que vous avez glissé à l'intérieur. C'était une demande des réalisateurs, Jean-Luc François, que j'ai remercié aussi. D'ailleurs, on a fêté son anniversaire ce week-end dernier, c'était génial. On avait remis ces moments-là. On a passé presque 15 ans ensemble à travailler sur cette œuvre-là, des Mystérieux Cités d'Or. Et c'était un travail extraordinaire. C'est lui qui m'avait demandé d'inclure des fois des caméos et des personnages. On a utilisé au Japon, quand les enfants ils vont chercher une cité d'or au Japon. Extraordinaire. Regardez la série, elle est superbe. Il y a des indices, il y a l'alchimie, la magie, l'amour. Surtout ne pas confondre le caméo avec le Kamehameha. Ah ouais, voilà, exactement. Voilà, il fallait la placer, c'est important. Souvent, Bruno pourra dire, moi déjà des temps anciens, avant les cités d'or, souvent dans mes dessins animés, on essaye de faire des caricatures de nos amis. Souvent de nos ennemis. Mais on se souvient que... Et nos amours aussi. Ah, aussi. On se souvient que c'était la particularité aussi, par exemple, de Uderzo et de Goscinny dans les Astérix. Il y avait beaucoup de gens qui se glissaient à l'intérieur et qu'on faisait interpréter des personnages. On va continuer à dérouler. Oui. On a beaucoup de choses à voir et on va essayer d'avoir plein d'univers différents parce que là... c'est très éclectique. On est dans un décor très authentique, très naturaliste. Et puis parfois, il y a de la fantaisie qui arrive. Ouais, bien sûr. La fantaisie, par exemple, c'est ça, regardez. Ah, bien sûr. Si c'est pas magnifique. Et du coup, et si on voyait le petit générique qui va avec, regardons-le. Bernard Munech. Regardez. Bruno. Oh là là. Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique, celle du bien contre le mal. Et il se bat pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre. Pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants. Conan, l'aventurier, héros magique du temps passé. Conan, l'aventurier, chevalier de l'éternité. Et ce qui est drôle quand on voit ce personnage de Conan dans ce dessin animé, c'est que c'est Schwarzy qui l'avait immortalisé au cinéma, et là il a un faux air de Stallone. Oui, c'est vrai qu'il est plus proche. Il a un peu la coupe de cheveux de Stallone. Alors peut-être qu'ils ont été inspirés par Stallone, ça j'en sais rien, mais effectivement. On retrouve l'équipe de Chalopin là aussi, voilà, entre autres. Non. Et Bernard Derriès. Et Bernard. Et un des génériques AB diffusé sur M6. En général, c'est chez TF1.
quelques-uns sur la 5, mais là, efficaces. Là, on est dans la création pure, avec le dessin qu'on voit derrière, dans la création d'un univers vraiment singulier de fantasy. On a 2 autres dessins qu'on va voir se superposer aussi, comme ça on va pouvoir dérouler un petit peu, mais avec la création de personnages. En fait, il y a Skeletor qui est venu dans le monde de Musclor, qui passait par Conan. Oui, ça rappelle un peu, effectivement, il a raison, l'univers aussi de ces dessins animés-là, quoi. Les deux sont liés. C'est de l'heroic fantasy à la base, c'est une bande dessinée aussi, Conan. C'est un roman, et c'est aussi une série de BD américaine. Donc voilà, on reste dans cet univers-là, on essaie d'être super créatif, voilà. Donc, alors c'est pas du model sheet pur, ce qu'on appelle une référence personnage que l'on montre avec tout l'aspect technique, de face, de profil, 3/4 d'eau. Enfin, pour le fun, je vous ai proposé plutôt des petites recherches graphiques. Et d'ailleurs, plus vivantes, je vous remercie tous les deux parce que vous nous avez confié des dessins pour cette émission et on n'a pas tout montré parce que on voit déjà que là, on a déjà du mal à alterner avec vous. On en a eu énormément. Là, on a envie de vous écouter. Donc, ça, c'était juste précédemment, c'était un des décors, un des rares décors que j'ai fait pour. C'est vrai, le décor qui est là. C'est intéressant. Ça, c'est juste cette entrée de. Il a raison, on dirait un peu l'entrée du Château des Ombres. Bien sûr. Ça reste avec oui, exactement. Ou le côté Dungeons & Dragons, tu sais, quand tu vas dans le train fantôme. Et d'ailleurs, quand on construit, alors ça m'intéresse tous les deux, quand on construit un décor, comment on dose justement la différence entre ce qui va être au premier plan, peut-être juste à côté du personnage, ce qui est en deuxième plan, comment ça intervient avec le réalisateur, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous dit, là c'est au fond, donc on peut se permettre de ne pas avoir trop de détails, enfin comment ça se passe exactement? Déjà, il y a un storyboard. Le storyboard, c'est le premier caméraman en fait. C'est le scénario posé en dessin. Absolument. Grosso modo, absolument. Donc c'est lui qui va avec le réalisateur. Et puis le scénariste à la base qui écrit aussi son histoire. Donc c'est eux qui vont, disons, décider de ce qui se passe à l'écran. Donc qu'est-ce qu'on voit au premier plan ou pas, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc à partir de là, les dessinateurs vont essayer de se caler là-dessus. Donc de créer des images avec un système un peu technique de layout, etc., de différentes couches. C'est un peu complexe. On ne va pas rentrer là-dedans peut-être, mais peut-être toi, tu en as fait beaucoup plus que moi des décors. Hein, donc tu auras peut-être des choses imaginez à le raconter, décor comme des couches. C'est-à-dire la porte, c'est une couche, les murs derrière, c'est une autre couche. C'est pour passer les personnages derrière. Dans le cadre qu'on faisait le dessin animé traditionnel en 2D. C'est un peu que vous voyez. C'est des trucs techniques, mais assez rigolo. C'est un peu comme si on avait des papiers superposés, avec une pelure à l'oignon, on pourrait dire, comme un oignon, avec la porte. Derrière les murs, il y a autre chose, et entre les couches, comme des couches de poupées russes. C'est une superposition de plans. Effectivement, nous, c'est visuellement, ça se passe dans des coups des crayons qu'on fait dans des papiers, avec plusieurs papiers. Effectivement, ça, quand on scanne ça à l'ordinateur, c'est tout aplati. C'est-à-dire, c'est une profondeur. Bien sûr. C'est comme un univers. Là, aujourd'hui, on fait ça à la 3D. Mais là, dans le cadre de ces décors-là, que je vois bien, je suis sûr qu'ils auraient fait ça. C'était 2D. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que ce décor a été fait parce qu'il y a une partie de Conan qu'on a fait pour IDDH. À l'époque. Puisque Bruno Huchez achetait un petit peu de tout. Il faisait son marché. Donc on pouvait prendre quelques épisodes le matin de Conan l'aventurier pour qu'on puisse faire du personnage ou des décors. Énorme. D'autres épisodes l'après-midi, on travaillait sur Mon Petit Poney par exemple. Le lendemain, on travaillait sur une autre production. La famille Glady ou autre chose. Exactement. Donc c'était un peu l'école Huchez. Et il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait une rumeur qui disait qu'avant que Isnogoud atterrisse chez Saban, enfin atterrisse entre guillemets, Saban SIP, que c'était un projet avorté d'IDDH. C'est vrai ou c'est faux? J'en ai pas entendu parler. Vous n'avez pas entendu parler parce que pas du tout. Voilà, parce que là, c'est possible, parce qu'on n'a pas accès à tout non plus. Hein. Je veux dire, quand on est dans la production, bien sûr, on est tellement débordé par le travail. Exactement. Nous, on est des artistes. Voilà, vous n'êtes pas censé. Après, il y a le producteur, c'est eux qui gèrent les sous-sols. Exactement. Il y a des mystères dans la production. Il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de projets. Ouais. Et puis il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas, tout simplement. Donc c'est voilà, sur 10 projets, il y en a peut-être un qui va aussi, ça fait partie du jeu. Est-ce qu'il y a un style dans lequel vous vous sentez plus à l'aise? Parce qu'effectivement, quand on voit Martin Mystère, Tara Duncan, Le Petit Prince, Total Space, c'est des styles très très différents, Combo Ninos, Gadget et Gadgetini. Est-ce qu'il y a un style dans lequel vous vous sentez plus à l'aise et pour quelle raison? Tu commences Parmi tous les dessins, ces genres, parce que c'est très différent. Je commençais avec l'animation un peu cartoon. Moi, je suis un fan des dessins animés traditionnels cartoon américains, style Bip Bip et les Coyotes. C'est très comédie. Et j'ai commencé là-dedans. Et dans toute ma carrière, j'ai évolutionné pour des styles beaucoup plus semi-réalistes, comme Witch. Si, on avait travaillé. Je pense que j'avais fait un peu des aussi. Si, Impératrice. J'ai fait Witch, et après, en fait, pour vous dire qu'il y a tout un passage entre des styles cartoon. Pour moi, ça dépend du projet. Je peux être très à l'aise en faisant des dessins animés très cartoon,
comme Inspector Gadget, par exemple, vous verrez des dessins qui est là-dedans. Ma première DA. Quoi regardez un petit qu'on va regarder. Et là, qui va là. Regardez. Et là. Et voilà, Gadget et les Gadgetinis. Le nom inspecteur a sauté. Exactement. Il a des clones. Et les mini-gadgets. Et le dessin qui est derrière. Alors justement... C'est pas fait qu'on simplement discutait un peu des styles graphiques. Là, par exemple, dans ces cadres-là, Bruno, qui c'était l'auteur, le réalisateur Bruno Bianchi, mon ami, cher disparu depuis une dizaine d'années déjà, en fait, il m'avait proposé carrément de réactualiser Gadget en faisant un style qui soit pas respectueux de l'original, mais un peu plus moderne. Avec une vision que vous voyez là. C'est réussi, c'est très fidèle et en même temps différent aussi. Effectivement, il y avait cet style que vous voyez là, qui est un peu rondouillard, qui est un peu semi-réaliste, mais assez cartoon, je trouve. En fait, ça a été le bonheur de travailler avec lui, de faire ces personnages. Que moi, j'ai vu ces personnages en Espagne quand j'étais tout jeune. Et on a vu la Sophie aussi modernisée, plus dans l'air du temps, entre guillemets. Qui ressemble un peu, d'ailleurs, je trouve. Alors, je trouve qu'elle ressemble un peu à ce que va être plus tard Tara Duncan. Mais ah oui, c'est pas faux. Bien vu. Il y a un petit quelque chose. Bien sûr. Après, en fait, moi, je suis inspiré. J'ai modernisé mon travail un peu plus à l'époque déjà. Ça date déjà de 2003. Oh, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Hein. Et en fait, il y a des évolutions qu'on fait après artistiquement. Nous, on continue à évolutionner. Là, dans le cadre inspectorial, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un cahier de charge malgré tout. Et après, on s'amuse dedans. On fait des dessins qui vont être destinés aux animateurs. On cherche des détails. Par exemple, le Gadget, il fallait qu'il ait un rôle un peu très Men in Black, un peu farfelu. Évidemment, il y a Gadgetinis que j'ai créé toutes pièces, les 2 petits personnages robots, où j'ai fait de petites mini-mi. Arthur et les Minimoys, là c'est Gadget et les mini-gadgets. C'était une époque géniale parce qu'on s'est lâché. On avait des contraintes techniques, artistiques aussi, mais on n'avait pas forcément des prétentions de faire, entre guillemets, des super œuvres d'art, entre guillemets. On travaillait vraiment on s'éclatait, Bruno, tout de suite, on rigolait. Sûr, ouais. On faisait des blagues, on avait cette approche-là, que c'est super pour les dessins animés. Je trouve que ce que j'ai découvert ici en France pour tous les artistes que j'ai croisés, c'est ça. C'est qu'on a eu des époques où on a échangé artistiquement, et on a fait des choses qui sont... Ce travail que vous voyez là, et c'est rigolo. Voilà, on a rigolé bien. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur Jacqueline Torgman et Saban, si vous les avez croisés j'imagine un peu. On les a croisés. Enfin, Jacqueline, on l'a croisée bien évidemment. Quand étaient les producteurs de mais Saban, enfin, on n'avait pas d'interaction directe avec Jacqueline. Il fallait qu'il y ait un événement particulier pour que ça se passe. Non, disons que les dessinateurs, on était toujours avec les équipes de réalisation, avec Bruno Bianchi qui était là avec nous en fait. Oui, il est le directeur des studios. On peut citer aussi Christian Leblanc qui était très proche. Olivier Dumont aussi. Olivier Dumont, ça a été plus tard. Il a bossé sur les Witch, exactement. C'est venu, en fait, il y a tout un passage. En fait, comme on a fait une grosse partie de notre carrière là, moi j'ai fait presque 15 ans, 10 ans, 12 ans. Toi, tu es resté. J'ai resté pas animation, j'ai fait beaucoup plus une longtemps. grande partie de ma carrière. Oui, parce qu'il va y avoir le passage de Saban, Sip Animation, Disney qui passe par là aussi. Oui, Disney, on a découvert plus tard. Moi, j'ai découvert plus tard, qu'on est formé par Disney. En fait, on ne sait pas les dessous des pouvoirs, tout ça. Bien sûr. Simplement, on sait que nos producteurs, comme Jackie et Bruno, c'était bienveillant, c'était des gens extraordinaires qui nous ont donné la chance d'avancer professionnellement dans nos métiers. Et surtout, faire des super jolis dessins qu'on a gardés précisément et qu'on a fait partager avec tous les enfants. C'est les plus importants. Vos œuvres, on en a vu pas mal sur M6 aussi. Pas bien sûr, oui. Mais après, ça va être Fox Kids qui va... Et puis Jetix qui va reprendre le lot. C'est pas mal. On a un autre dessin de l'inspecteur Gadget. Un travail énorme. Continuez. Et ça me permet d'aller à ma question suivante parce que on parle des réalisateurs, on parle des scénaristes, mais il y a aussi la couche supérieure qui est le producteur. Vous en parlez tout à l'heure en disant, bon, il y a les arcades des producteurs, mais quand on a un producteur comme Saban, qui a quand même une identité très particulière, est-ce que les scénaristes, les dessinateurs peuvent exister en tant que tels, ou est-ce qu'ils doivent aussi se confronter à une imagerie ou à une spécificité qu'on attend d'une série de Saban ? Parce qu'il y a une signature. Mais non, mais c'est les deux. Il y a évidemment des contraintes. Il y a, disons que chez Saban, ils avaient, ils faisaient pas de manga par exemple, très peu. Mais avec Witch, ça a changé. Ouais. On a eu d'un seul coup. confronté à faire des mangas. Voilà, mais habituellement, c'était pas du tout ça. On restait dans du cartoon en règle générale. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de charte précise et nous, par rapport à la production, vous savez, ils nous laissaient
faire en fait. On avait une certaine liberté encore. Certainement. Alors je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, ça a peut-être un peu évolué. Je pourrais parler des hommes. Mais voilà, plus compliqué. Tu pourras le dire. Mais en tout cas, nous, on avait une totale liberté à l'époque. Mais sachant qu'en plus, il y avait deux branches. Il y avait la branche française à la Défense et il y avait la branche américaine qui s'était développée là-bas et qui supervisait alors, aussi. Là, tu parles de Saban, on est d'accord. Saban, voilà. Et Saban, lui, nous laissait... il arrivait, il nous demandait... en fait, il nous demandait pas grand-chose, à part pour Achille Talon. Parce que pourquoi ce qui s'est passé avec Achille Talon, c'est que c'est une série qui avait commencé à être produite avec un style cartoon encore à l'époque, enfin un style peut-être classique, je me souviens plus exactement. Mais Saban est arrivé en disant, voilà, il me faut Fox Kids. Il me faut le partenariat de Fox Kids. Et pour ça, il a fallu faire une nouvelle proposition esthétique de Achille Talon. D'accord, donc on a refait des décors, on a refait les personnages, on a recréé tout ça. Et bon, il se trouve que j'étais vraiment avec un de mes collègues, on a retravaillé la bible graphique de Achille Talon à ce moment-là. Donc on est en 96 pour obtenir Fox Kids. Donc voilà. Et donc Saban, il intervenait dans ces moments-là. Sinon, il se déplaçait jamais pour voir comment se déroulait. Vous l'avez rencontré, on l'a rencontré une fois. Mais Cédric, en fait, ce qu'il disait Bruno, c'est que nous, on fait confiance. Évidemment, nous, on veut le séduire. Nous, on est des artistes. En fait, on essaie de faire nos shows pour séduire. Il faut... les producteurs, parce qu'eux, ils voient les courants artistiques. Là, on parle d'une période de 25 ans. Imaginez, là, on est confronté. Moi, j'ai confronté à des choses beaucoup plus complexes. Parce qu'en plus, techniquement, les gens, en fait, toute la société comment a changé. Mais à l'origine, ce qui était bien, c'est qu'on a un certain. Comment on peut dire? On avait une innocence. Et souvent, eux, avec leurs défauts, avec leurs qualités, les producteurs de l'époque, ils nous laissaient faire. Ouais. On faisait des choses assez rigolo. Des fois, la modernité, ça venait de moderniser un peu dans la science-fiction. On a deux, trois trucs dans un personnage, mais on était dans le fun. Il y avait quelque chose d'assez... Parce qu'il y avait tout à faire. Assez spontané. Il y avait tout à faire. Il y avait encore tout à construire. C'était un terrain à défricher et il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et après, on s'inspirait énormément. Bruno parle de... moi, sur Witch, quand j'avais travaillé sur Witch, Disney, ils m'ont demandé carrément, vous voulez pas faire des styles Disney? Ils m'ont dit, mais on ne veut pas non plus japonais. Il faut faire entre les deux. Et en fait, je me suis retordu pour faire la première saison, pour faire un style. Vous avez vraiment envie qu'on en parle de Witch, hein? Oui, non, vous avez vraiment envie. Alors, est-ce que mon petit réal, il est capable de m'aller me proposer le générique de Witch, qui doit être là-bas, parce qu'ils ont vraiment envie d'en parler. On y va, on le découvre, voici le générique de Witch. Comme ça, on en parle tout de suite. Désormais, élu pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière. La lumière les inonde. Alors, toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous ces grands mystères. Alain Garcia. Eau, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Alors ça, si je puis me permettre, il y a eu deux saisons. Oui. Alors, je pense qu'il s'agissait de la saison. Ça, c'est la première saison. C'est la première saison. Bruno, il était dans la deuxième. En fait, moi, je me suis occupé de faire la bible graphique au début. Et lui, il a fait la partie de la deuxième saison avec tous les modèles. Tu sais, oui, et puis la première également. Oui, il y a partie aussi. Voilà, oui. On a deux dessins sur Witch qu'on va voir passer derrière vous en même temps. Et j'ai une anecdote. Attends, oui. Oui, alors justement, ça c'est un... Vas-y. Excuse-moi, pas de souci. Oui, je te laisse la parole. Je t'en prie, juste après. Pas de souci. C'est juste, je me souviens pas si ça faisait partie du générique 1, c'était des pauses que j'avais conçues pour le 2 peut-être. Celui-ci c'est le 2. J'ai l'impression que c'est la saison 2. Ouais. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai conçu, donc avec le réalisateur. Et puis ça c'est le deuxième... C'est une autre pause. Alors c'est celle-ci qu'on voit en fin de générique, hein, en fait, celle qui apparaît à l'écran actuellement. Ah oui, effectivement. C'est fascinant parce que c'est superbe. Ces dessins sont totalement là, ils vivent et on se les approprie. On se les approprie même là sans qu'ils bougent, sans qu'ils soient au rendez-vous. Et d'ailleurs, j'en profite puisque je vais faire la passerelle avec ce que tu voulais nous dire. Mais quand j'entends beaucoup de gens qui font de la nostalgie à tout crin en disant que les génériques étaient tellement mieux avant, on voit que quand ils sont assimilés, ces génériques et les chansons, comme les images, à des grands noms comme Alain Garcia ou Noam Caniel,
évidemment qu'on n'a pas le même regard parce qu'on est plus âgé, mais le générique de Witch, par exemple, fait partie de ces génériques qui sont très réussis. Il est efficace. Très efficace. Et tu avais justement quelque chose à nous dire. En fait, c'est récent, parce que ça faisait quelques années que j'essaie de savoir qui était derrière ce générique et j'espère qu'on va la recevoir bientôt. J'ai enfin reçu un message. Donc en fait, cette chanteuse s'appelle Sabrina Adnan, elle est choriste, comédienne et voix off aussi. Et en fait, Noam, qui a repris les musiques des Cités d'Or, lui a fait faire des maquettes. Lui-même, il a posé sa voix sur les génériques des Cités d'Or pour leur donner une direction musicale. Et donc Sabrina Adnan, comme ça a été le cas sur Miraculous. Voilà, exactement, chante le générique de Witch, mais elle chante aussi le générique des Nouvelles Cités d'Or, pas celle en Afrique, ça c'est un autre chanteur qui était dans Vaiana, etc. Et elles sont d'ailleurs deux, c'est Sabrina Adnan et une deuxième choriste. Et enfin, il y a un troisième générique de dessin animé qui s'appelle Sabrina et l'apprentie sorcière. Valérie Barouille chante le premier, et c'est encore Sabrina qui chante. Donc là, ça fait quand même 3 génériques cultes. Je crois qu'il est temps qu'on la reçoive à la radio, et puis elle est assez péchue, cette chanson. Elle est très efficace. Très efficace. J'avoue que ces dessins animés-là, ça ne fait pas Donc partie Sabrina, de si ma tu nous génération, écoutes, tu es la bienvenue. Sabrina, tu viendras et tu en feras partie. Moi, ce qui m'intéresse quand je regarde tout votre univers, c'est qu'il s'inscrit souvent dans la filiation et dans l'héritage de projets qui existaient. Alors, soit sous d'autres formes à la télévision en animation, soit parfois en version live. On va voir le générique d'un dessin animé qui s'appelle Retour vers le futur, qui est l'adaptation du film évidemment des années 80. Et là, c'est très particulier. Il faut donner le caractère des personnages pour l'animation et en même temps qu'on les reconnaisse immédiatement quand on les voit. Alors en français, c'est aidé parce que la voix française est faite par les vrais acteurs. Mais enfin, regardez. Luc Hamet, entre autres, et Pierre Attet pour le doc. Regardez. D'abord, 2 choses que je voudrais dire. Je remercie vraiment Maxime à la réalisation parce que on lui fait faire des allers-retours dans le conducteur de l'émission. Le passé, retour vers le futur et le présent. Et je le remercie parce qu'il est là, il réagit au pied levé. Donc merci beaucoup. Et puis là, je me tourne vers vous, Bruno Martino, parce que nous ici, on aime l'animation. C'est pour ça aussi qu'on avait envie de vous recevoir. Ça, c'est un tableau. Typiquement, c'est un vrai tableau, c'est ce qu'on appelle un posing, c'est-à-dire que là il y a un décorateur qui a fait le travail et moi j'ai fait un posing personnage sur le décor initial. Voilà, on travaillait comme ça c'était pour faire un peu la promotion ou pour faire des scènes de storyboard, etc. Donc ça date. Comme des affiches qu'on ferait avec des acteurs live. Un petit peu. Et donc ça c'était également IDDH. Puisqu'il touchait à tout. Bruno Huchès était vraiment un battleur. Oui, parce qu'en dehors d'avoir importé des dessins animés japonais, il a produit ses propres dessins animés comme Molière-Simo, Moi Renard, voire parfois, je ne sais pas si on peut appeler ça des coproductions, avec Denver et les Tortues Ninja, où il y avait des choses venant des États-Unis, mais on avait aussi IDDH qui était impliqué. Donc j'ai eu l'occasion de faire quelques posings pour l'animation, pour certains épisodes notamment, et créer quelques personnages au passage. Donc ça c'était vraiment une époque, on est dans les années 1992 ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez... Bien après Clémentine. Est-ce que on a vu apparaître à Paris il y a quelques semaines une exposition sur Goldorak, l'occasion de redécouvrir une technique de travail qui était celle du cellulo. Est-ce que... vous voyez, un cellulo. C'est ce qu'on a là. Est-ce que vous pouvez... Alors je sais que ça peut être compliqué, mais est-ce que vous pouvez avec des mots simples nous expliquer ce que c'est qu'un cellulo, comment ça fonctionne? C'est un film. C'est un film, un cellulo. Un film transparent sur lequel on pouvait... Alors c'est encore un système assez... technique. Complètement archaïque, ça se fait plus du tout mais comme tellement ça. beau, tellement beau. C'est magnifique quand il parle comme ça, c'est glamour. C'est-à-dire qu'on avait un décor posé sur une planche avec, comment s'appelle cet outil, cette banc-titre. Ouais, le banc-titre, voilà, la caméra banc-titre. On avait un décor posé sur la base et chaque cellulo, il y avait donc du dessin mis en couleur avec tous les... C'est une superposition de une superposition. Avec des caméras qui filment. Et on clichait deux fois dessus pour chaque pose d'animation. En fait. J'espère que vous en avez gardé. J'en ai je serais curieux de les voir. Pour que l'audience ait conscience, à l'époque, les animés, ça se filmait. C'est-à-dire qu'on faisait des photographies de chaque dessin. En fait, dans le processus, on dessinait, en fait, nous on dessinait en papier. Ces papiers-là, souvent, il était imprimé sur un cellulo qui est transparent pour qu'on puisse voir les décors. Alors, chaque dessin, c'était imprimé. Et normalement, derrière les cellulos, c'est-à-dire qu'il y avait l'encre noire devant et derrière, on peignait les couleurs. Comme avec ça, on gardait le trait noir. Spéciale. Un plan spécial. En fait, tout ça, ça se mettait, ce qu'on appelle en banc-titre, c'est comme une espèce de tour avec la caméra dessus. Et des couches. Et quand les couches s'ajoutent... Des couches, c'est-à-dire que les premières couches, c'est les personnages, souvent, avec un arbre peut-être devant, un caillou. Et derrière, il y a les décors, que ça peut être une porte, tous les décors derrière. Et on superpose. C'était superposé. Et une fois tout est fait, on a le plan d'ensemble. Voilà, on a une image. On a une image. Alors, une image, on fait une photo, paf. En fait, on retire par exemple, le cellulo. On met un deuxième, paf.
En fait, D'où c'est un l'anime. travail. Exactement, c'est exactement. En fait, l'animation, il faut dire que C'est très mécanique. Exactement. Alors maintenant, c'est des clics de souris. Non, Non, je caricature, mais on n'est pas loin de ça. C'est, ça va beaucoup plus vite. On Ça a va le beaucoup même titre, plus mais à l'intérieur d'une machine. Mm. Et en fait, souvent, ce qu'on dit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout ça, tous ces discours-là qu'on pourrait discuter des autres fois, mais on peut dire que quand la 3D il est arrivé, c'est-à-dire qu'on avait l'univers qui était numérisé, c'est un univers, c'est comme des marionnettes virtuelles. C'est un univers qu'on dirait que c'est réel, mais c'est factice. Mais c'est impressionnant, toutes Parce que les nous, techniques c'est et plat. ses évolutions. Nous, on travaille vraiment en Après, dessin animé avec traditionnel, les- c'est des couches. C'est des couches. Alors que quand les gens, par exemple, ils travaillent sur la 3D, parce que c'est informatisé aussi, ils travaillent sur un univers en volume. Mais faux. En fait, on est dans le surréalisme, je trouve. Malgré tout, tous les dessins animés qu'on fait, toutes les façons qu'on a travaillé, c'est ça qui est extraordinaire. Je pense que les générations qui arrivent dans le métier, ils sont touchés pour ça. C'est qu'on part quand même des choses d'un dessin. Ouais. On va filmer, qu'on va À la base. qu'on va faire des choses dedans. À l'origine, il fallait faire dans des plastiques transparents les cellulos pour qu'on puisse travailler de cette façon-là, parce qu'il n'y avait pas les ordinateurs qui permettaient. Au fur et à mesure que les ordinateurs ils sont avancés, Bien sûr. les shoots de la caméra, c'était fait à l'ordinateur. Évidemment. qu'on Et ça allait beaucoup plus vite. Bien sûr. Exactement. Et c'est tout un travail qui a évolutionné avec la technologie. On est depuis 120 On peut ans dire déjà. qu'au Bruno départ, Martino. on travaillait également sur papier au départ. hein. Bien sûr. sûr. ça, le truc, Alors c'est- ça se fait encore un peu, Bien mais de moins en moins. De moins en faut moins. le dire. Faut le dire maintenant, on travaille directement sur écran et voilà. Voilà. Donc avant Ordinateur. c'était encore une partie artisanale. Ouais, Et la artistique, rotoscopie m'avait marqué avec Anastasia, par exemple. Oui. Encore un style différent. Ah oui. Je Ah, crois même il que- faut voilà. essayer d'expliquer parce que franchement, Oui. en 2 mots, c'est quoi La rotoscopie, c'est qu'on filme quelqu'un, en fait, on utilise de ça vue pour réelle, Avatar aujourd'hui. ouais. hein. C'est-à-dire les personnes sont des capteurs D'accord. pour qu'on les reste Comme pour créer Gollum par Voilà, exemple. exactement. Mais Voilà. nous, à notre, C'est l'ancêtre. à notre dimension de D'accord. dessinateur, en fait, on filmait quelqu'un avec une caméra, son mouvement, et ce film qu'on avait fait, on faisait sortir photocopie, Ah ouais. photocopie, les dessins. Et en fait, on mettait nos dessins dessus et on recalquait le mouvement. C'est Vous comprenez? génial. C'est tout un travail très artisanal de certaines époques qu'aujourd'hui on utilise, mais évidemment numériquement, De manière avec différente. Avatar et toutes ces séries-là, fait tous les films qu'on vit, et que les gens ils se mettent des capteurs. Nous, il fallait capter avec notre crayon. C'est ça, exactement. Alors, on va essayer d'avancer, de continuer Ouais. parce que alors moi je vous écouterai des heures. Bien Ah oui, sûr, non, Passionnants mais tous non, les mais, deux. on conduit Malheureusement, on se dirige et on approche de la fin de l'émission déjà. Mais il y a quand D'accord. même 2 génériques que je voudrais qu'on voit Ouais. pour comprendre 2 univers différents. Ça va nous permettre d'arriver à l'actualité. Le premier, évidemment, il a bercé toute une génération. Voyons le générique de cette année qui s'appelle Martin Mystère. Ah. Parce qu'il a été évidemment très important pour Clairement. beaucoup de gens. Regardez à quoi ça ressemble. Il veut refaire une. Et voilà Martin Mystère. D'ailleurs, c'est pas faire offense. On reconnaît le futur dessin des Totally Spies dans Martin Mystère. Je trouve qu'il y a Aussi. quelque chose. Il y a une proximité. Alors ce qu'il faut Bruno savoir, Martino. alors justement, moi j'ai commencé sur Martin Mystère, on est en 2000 ou quelque chose comme ça. Et donc on avait commencé à faire quelques posings d'animation pour Martin Mystère, mais en fait la production de Total Spies a commencé avant D'accord. Martin Mystère. Ah. Donc c'est à la fin des 52 premiers épisodes de Martin Mystère, sur lequel on m'avait confié de superviser les personnages, la création des personnages de On va avoir Total 3 Spies. dessins peut-être de Martin Et Ah ouais. Mystère. ensuite, Ouais, on a fait Martin Mystère. Voilà, ça s'est déroulé en 2 temps en fait. Il a un peu les cheveux blonds à la Sangohan. Ouais, il a cet esprit-là. On va voir, regarder la création Alors- des monstres parce qu'il y en a beaucoup dans le Voilà, générique. ça c'est Oui. le premier monstre c'est le premier épisode de Martin Mystère où show 0. Puis traiter le paranormal, c'est pas tous Show les zero jours, quoi. one. Donc on avait des monstres en quantité phénoménale, évidemment, à créer pour cette série. Donc on s'est vraiment éclaté là-dessus. Voyons, Donc ça c'est peut-être- le premier C'est le qui a été premier, réalisé. le premier monstre et un Boogeyman. dernier dessin qu'on va voir de Martin Mystère, je crois. Ah, Ah non, ça, c'est c'était le moi. marsupilami, c'en était Ça, un c'est autre. moi. C'en était un autre. C'est le C'était le marsupilami. marsupilami, c'était encore autre chose. Alors ça, il y a plusieurs saisons du Marsupilami. Hein, Bien donc sûr, je sais plus ouais. sur laquelle tu étais. Moi, j'étais C'est de sur ma la faute, 3 je ou me suis 4. mélangé un peu dans les Bon, les c'est conducteurs. pas grave. mais Pas c'est de vraiment Martin ça. Mystère, mais c'est bien pour voir les contrastes. Là, Ah oui, là là, c'est Ah le oui, travail alors, que j'ai deux fait. univers bien C'était différents. ma première bible que j'ai fait de Marsupilami. Ouais. C'était après que je suis parti en période de savane, je suis arrivé à un studio qui s'appelle Studio de Milan, qui est devenu après ma partie de marathon, racheté. Ouais. C'est pour ça qu'à mon était rentré là-dedans. Grand studio de production de fiction. Et moi, ils m'ont demandé de coller
exactement au dessin de la BD. De la BD de Marsupilami, de Franquin. Et là, vous voyez un peu que dans le style de dessin que j'avais travaillé, je cherchais vraiment ces dynamiques. On avait confronté même mon travail à Baptême, qu'à l'époque j'ai connu, parce qu'en fait, moi quand j'ai commencé à faire ces dessins animés, j'ai pensé que Franquin était vivant encore. Vous voyez un peu. J'étais bien presque arrivé en France, c'est les années 2000. Hein. Et non, en fait, j'ai découvert que Baptême, que c'était génial l'expérience qu'on a vécue. En fait, il était vivant, qui avait récupéré le flambeau sur Marsupilami. Il m'a demandé carrément de faire les dessins avec ces courbes-là. Vous voyez la dynamique des personnages. C'est sublime. Voilà. On est en 99. Très très chouette. Et on parlait de marathon, on peut citer Vincent Chalvon, qui a lui-même travaillé auprès de Saban aux États-Unis, qui va monter sa boîte en France et ensuite aux États-Unis, et Marathon, donc dont il était producteur, animation qui est derrière aussi Total Spies et Martin Mystère. Et à la télévision, on leur doit notamment Sous le Soleil. Et à la télévision, pour ne citer que. Pour ne citer que. Aussi. Le passé d'un monstre à Marsupilami. Ah, mais là, c'est fou parce qu'en fait. C'est ces contrastes-là de travail, c'est intéressant. Exactement. Parce que c'est ça, pardon, mais on l'a pas fait exprès, mais c'est à ça que vous étiez confrontés aussi. C'était au quotidien de passer d'un monstre à. Oui, puis on s'est retrouvés. Alors, on a travaillé séparément sur le Marsupilami, parce qu'il y a eu au moins 4 ou 5 saisons du Marsupilami. Donc, on a travaillé sur le même projet, mais à des époques et des années différentes. Avec un comédien qui devait dire beaucoup de dialogues, ou bas ou bas. Sûrement. Ça rallonge les choses et tout. Et on s'est retrouvés ensuite sur Witch. Bon, donc, première saison, deuxième saison. Vous voyez, des fois, on change Moi, souvent, il y a des moments sur Witch où j'ai fait un peu la bible originale des personnages, le model pack, pour marquer un peu le style. Et après, des artistes sont venus pour créer encore des personnages. Bruno est arrivé, il a pris le lead à niveau des créations des personnages, des choses, des postings, plein de choses. Et sur les Marsupilami, à mon avis, c'était la même chose. Moi, j'avais fait la première saison original, et après quand Marathon il a racheté, en fait ils sont pas finis. En fait, il y a eu la boîte, je me souviens, 2001, c'était le studio de Virginie Jalot que j'ai salué. C'est une réalisatrice très connue maintenant qui forme part de la GRAF, une bonne amitié qu'on garde depuis des années. Elle, c'est elle qui m'avait contacté pour faire le Marsupilami, et effectivement la boîte il avait fermé, c'est Marathon qui a racheté. Ah oui, il y a des histoires dedans, imaginez pas. Moi c'était la première fois qu'il était confronté à les studios, on est confronté à ça. Des fois la boîte des fois c'est pas plus mal si vous êtes dans votre bulle pour pas suivre tout. Bien sûr, on dessinait et on rigolait, hein. Mais des fois à côté les mecs ils se tordaient les cheveux, les producteurs, pour chercher de la thune pour nous payer à la fin des mois. C'était nous on rigolait, c'est ça qui c'est extraordinaire. La voyez, c'est un peu ça, toi. On pourra pas aujourd'hui, mais un jour peut-être qu'il faudra éclaircir le mystère si vous voulez revenir un jour. Il y a quand même, parce que vous avez parlé tout à l'heure qu'effectivement c'était Total Spice qui était fait avant Martin. En fait, la production, les épisodes ont été réalisés avant. Nous sommes d'ailleurs, moi j'ai pas changé de place à ce moment-là. C'était la même équipe et le même réalisateur Stéphane Berry qu'on salue. Stéphane Berry, oui, tout à fait. Et donc on est passé de Total Spice puisqu'il y a eu une pause à la fin des 52 premiers épisodes. Donc il y a eu une pause et donc on est passé sur Martin Mystère directement. Et donc donc je pense que la 3e saison de Total Spice a dû démarrer peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, je m'en souviens plus. Et vous avez la nouvelle série avec Benoît Di Sabatino. Alors attends, justement, voilà. Faisons la transition. Voilà. Faisons la transition puisque c'est l'actualité. On va revenir justement sur un des génériques des Total Spies. Ça va nous permettre, il nous reste 5 minutes, donc on va pas de terminer avec ce personnage qui sont emblématiques pour toute une génération. On est sur une série culte. Regardez, on se fait plaisir. Ah oui. Attention. Voilà pour ce générique culte. J'en profite évidemment pour saluer, on parlait de doublage tout à l'heure, la fine équipe de comédiennes qui sont à la manette pour les héroïnes, et puis mon ami Jean-Claude Donda qui joue Jerry depuis des années, qui a une voix qu'on aime et qui accompagnait les dessins animés aussi depuis très très longtemps. Mais là, voilà, on parlait beaucoup de choses dans lesquelles d'univers dans lesquels vous avez dû vous glisser. Là, on est vraiment typiquement dans une création et un des beaux exemples de la vitalité de la fiction française, parce que on a une série culte qui est arrivée pour une génération entière, pour des gamins, pour des gamines qui ont ça dans T'es fou, quoi. Un succès mondial bien avant Miraculous, mais un carton international. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes, en tout cas des responsables de Miraculous, dont
comment s'appelle-t-il, Thomas Astruc, que je salue. Tout à fait. Donc, et Nathanaël, j'ai oublié son nom, Brand, tu peux peut-être... Voilà. Et donc, on les salue tous les deux. Ils étaient avec nous sur Total Spice. C'est un petit moment. Moi, je travaillais avec Thomas, qui était donc le responsable du storyboard à l'époque sur Total Spice. Donc ça, c'était déjà très important parce qu'on s'est liés d'amitié. Et puis, bon, il a poursuivi sa carrière de réalisateur. Bon, on a travaillé, c'était les mêmes équipes qui ensuite ont constitué plus ou moins Miraculous. Mais Total Spice a été un chantier énorme qui a fait venir beaucoup de monde. Et donc, on les retrouve sur des séries. J'ai deux petites anecdotes. C'est quand même une des rares séries, il faut le souligner, parce qu'au Japon, ils sont assez sévères et comment dire, concentrés sur leur marché intérieur. À part quelques rares séries comme Bambou et compagnie de Bernard Derriès, d'ailleurs, quelques séries de Chalopin au compte-gouttes, et encore, il n'y en a pas beaucoup. Total Spice est une des rares séries à avoir eu, entre guillemets, les honneurs de passer quand même au Japon. Parce que là-bas, c'est rare qu'il y ait des exportations des œuvres européennes, pour le dire. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les Japonais considéraient ça comme un objet qui n'avait rien à voir avec le manga. Exactement. Alors que nous, on s'amusait. Mais nous, on s'amusait. Ils nous critiquaient, hein. Ah ben bien sûr, les Japonais, en fait, parce que dans les styles, mais voilà, donc c'était. Et la deuxième anecdote qui me semble assez importante, que vous allez peut-être me confirmer ou pas, ce qui est quand même incroyable comme histoire. On parlait de Vincent Chalvon, qui était le fils de Mireille Chalvon. Mireille Chalvon dirigeait les programmes jeunesse de FR3, France 3 à l'époque. Les gens associent souvent Total Spice, qui n'est pas négatif, à Drôle de Dame, par exemple. Si on veut faire un résumé rapide, ce n'est pas que ça. Mais alors, en réalité, il semblerait que, comme Vincent Chalvon, quand il était gamin, il suivait les 4 Size avec les 3 sœurs, donc sur FR3, série de IDDH, que c'est sa maman, donc Mireille Chalvon, qui avait autorisé la diffusion du dessin animé. C'est en grandissant avec le dessin animé que sa maman a diffusé qu'il a eu l'idée des 3 héroïnes inspirées entre autres de 4 Size pour faire Total Spice. Ça se voit. Ça se voit. C'est énorme. Non, mais il y a de multiples références. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Puisque évidemment, les 4 Size, on les ressent. 4 Size, Drôle de Dame. Et puis c'est pas faire offense que peut-être même qu'au Japon, quand on a grandi avec Drôle de Dame, et que donc pour créer 4 Size, donc tout est lié en fait. Et Benoît Di Sabatino, donc qui est le producteur à Moonscoop, de Code Lyoko, de Creepy, entre autres, Tara Duncan, les 4 fantastiques nouvelles séries, c'est lui qui maintenant a la main sur la nouvelle saison de Total Spice, où en fait on a sur Gulli. On a maintenant une nouvelle dirigeante du groupe qui est présente. Il y a l'ancien patron qui est semi-retraite, il va revenir de temps en temps, c'est juste là la différence. Enfin après le graphisme, Jerry, c'est sa fille qui a pris les manettes. Voilà, qui a pris les manettes. Tout à fait entre nous, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, j'ai pas l'impression que vous avez été repris d'après le générique, etc. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a une nouvelle équipe? Est-ce que ça vous affecte? Au contraire, vous êtes content? Mais nous, on a toujours fait ça. On a toujours travaillé comme ça. C'était il y a 20 ans quand même. Oui, bien sûr. On a commencé l'émission en parlant quand même des mystérieux cités d'or, donc ils vont quand même pas dire que ça les embête alors qu'ils ont fait pareil. Non, c'est le but du métier d'ailleurs. d'ailleurs. Pour avoir moi j'avais dit un témoignage là-dessus. Moi ça me gênait pas qu'il y a des gens qui arrivaient dans les studios, c'est toujours comme ça. Moi il y a des mais c'est assez fidèle d'ailleurs le nouveau. Alors j'ai rien vu dessus. Moi j'ai vu quelques dessins, peut-être un peu plus arrondis. Il y a des petites transformations probablement, oui, pour moderniser un petit peu. Bien sûr. Ça se murmure sur Martin Mystère aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, je cite, on parlait du Marsupilami. À chaque fois qu'il y a eu une nouvelle saison du Marsupilami, il n'était pas rare qu'il y ait un nouveau réalisateur. Bien sûr. Parfois, il arrivait qu'il fasse 2 saisons, mais en règle générale, on changeait d'équipe quasiment. Pas intégralement, mais. Oui, on ne prend pas tout exactement. Voilà, exactement. Donc, il y a toujours des évolutions et de nouvelles têtes qui arrivent. Et Martin Mystère, c'est prévu aussi le rafraîchissement. Ah, c'est possible. Voilà. Bon, en fait, je dis ça, je dis rien. On est ouvert, nous. On forme part des aventures qui continue d'autres formes. Et on s'est voulu. Moi, tu fais d'autres projets. Moi, je continue à faire de la direction artistique pour plein de projets. Et quels sont les titres justement que tu as sortis ou que tu sors en ce moment, qu'on sache un peu en BD? Actuellement, je prépare ce que j'avais fait, une petite nouvelle d'Heroic Fantasy sur l'univers celte. Je l'avais sorti sous forme de petit roman en 2009, qui s'appelle Keldan et la guerre des druides. C'est un projet d'Heroic Fantasy. Donc là, je suis en train de préparer mes premières planches pour les sortir d'ici peut-être 2 ans. Voilà. L'album sortira d'ici 2 ans. Bon, ce sera l'occasion de vous recevoir à nouveau. Mais pour finir cette émission, je voudrais quand même vous demander quel est, à chacun d'entre vous, le personnage sur lequel vous avez pris le plus de plaisir à travailler. Est-ce que vous êtes capable de nous en citer un ou deux comme ça? Personnellement, ça m'est rien. C'est quand j'ai fait Isabella la Guerra pour le Mystère Citos. C'était un personnage extraordinaire qu'il fallait créer. Et Ambrosius aussi.
On doit préciser que c'est la petite amie de Mendoza pour ceux qui ne savent pas, parce que c'était super. Mais effectivement, j'ai des autres personnages plus actuels là, depuis 5 ans. Que je suis en train de travailler sur Arthur et les enfants de la table ronde, Alice et Lewis sur TF1. Il y a plusieurs projets, mais on pourrait s'étaler plus. Como Niños. Mais là, ce qui me revient, Como Niños, c'est extraordinaire aussi. Tofu, parce que c'est une partie tofu. Mais bref, on pourrait passer des heures. Mais là, c'est impressionnant. Là, ça veut dire la guerra, il fallait faire un personnage. Moi, il y a tout ce qui m'avait touché. Pas Baguera. À mon avis, ça va être les monstres. Les monstres de Martin Mystère, ça m'avait. Moi, j'étais fan. Moi, j'ai vu son travail. Moi, j'étais. Bruno, et toi, Bruno, c'est quoi ta préférence ou parmi ceux que tu as préféré en dessin animé ou personnage? Le personnage que j'ai préféré, mais non pas que je n'ai pas conçu, c'était le personnage de Balto pour le film Balto, magnifique, une production Spielberg, voilà. Oui, et donc c'était un personnage que j'ai animé en tant qu'assistant animateur. C'était joli. Et là, j'ai vraiment, c'était un travail énorme. Mais j'étais très très fier de travailler sur. On peut préciser que tu parles de films d'animation que tu as fait Ma vie de courgette, ce qui est quand même important. Il a eu un prix aussi. On peut pas en fait, moi j'ai fait le storyboard du film. C'était une opportunité de faire un storyboard sur un long métrage. Et c'était une aventure extraordinaire, très émouvant. Et c'est là, c'était un dessin animé, enfin pas un dessin animé, c'était avec des marionnettes. Ouais. Papette, c'était extraordinaire. On a fini. Petite dernière question, petite dernière. Allez, petite dernière. T'es incapable de t'arrêter à chaque fois, c'est toujours pareil. Juste une petite dernière. Est-ce que ça le ferait ou pas une série live pour vous? Cité d'or, Martin Mystère, Total Spice, vu qu'on parle beaucoup de Netflix, on est dans les standards d'animation, mais est-ce que selon vous, ça serait adaptable ou pas? Voilà, c'est mon ultime question. Dans cet univers-là, tout est adaptable. Tout est adaptable, même. Ça dépend de la vision du. Quelques projets, on peut même approfondir le sujet à ce niveau-là. En tout cas, on peut toujours créer des personnages et des décors qui peuvent servir plus tard, parce qu'en fait, tout dépend de ce que viserait un réalisateur. Est-ce qu'il ferait de la 3D? Est-ce que ça serait du live pur avec... Là, ce qui concerne moi, je vois bien qu'il y a même une discussion qu'on a où je suis directeur artistique chez Blue Spirit. On parle souvent des possibilités de renouveler avec des vieux projets qu'on va renouveler en 3D. Je ne veux pas dire plus, mais on essaye de faire des choses nouvelles, que je suis très ravi de faire, comme je vous dis, comme on a fait pour Alice et Lewis, ou Les enfants de la table ronde, ou Courgette, il y a quelques années. Il y en a des autres projets, mais on regarde dans les vieux projets. Et là, compte tenu qu'on a une nouvelle technologie, que c'est la 3D, on peut expérimenter artistiquement des choses. Redonner une deuxième vie. Bien sûr, moi je pars de la possibilité que moi j'ai passé aussi, Bruno peut-être il a touché peut-être à des parties en la 3D, mais moi j'ai fait l'évolution de la 2D à la 3D aussi. Mon travail, il est artistique, il doit aussi servir pour faire des marionnettes 3D et des univers 3D. Et ça c'est extraordinaire, ça nous laisse la possibilité d'avoir une expression artistique beaucoup plus large. Mais effectivement, moi je suis touché à ce que vous voyez dans mes dessins 2D. Évidemment. Mais aujourd'hui, c'est large. Ah, c'est large. C'est extraordinaire. Et là, à mon avis, tous les projets qu'on voit, Martin Mystère, tout ça, qui sais-je? À mon avis, plus tard, ça va être rénové. On va ouvrir les zombies microscopiques. Je suis pas surpris que ça arrive. En tout cas, on a compris que nos deux invités, on va devoir les réinviter très prochainement pour continuer à parler, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à leur demander. Fernando Lira, Sarabia et Bruno Martino, merci infiniment d'avoir été aussi généreux, d'avoir raconté plein de choses, et puis surtout de nous avoir confié ces beaux dessins. On a essayé de mettre en avant un maximum de choses. Merci d'être venu pour nous. Merci Max qui était à la réalisation. On se retrouve nous très très vite pour le club. On continuera de mettre en avant évidemment les dessinateurs, mais aussi tous ces métiers de l'ombre qui donnent vie à nos dessins animés. Et on embrasse évidemment tous ces talents. Et on les salue évidemment parce qu'ils sont très importants. Et il faut les soutenir, notamment en ce moment où l'intelligence artificielle pointe le bout de son nez. Merci. Vrai sujet à parler. Vrai sujet. Et à très très vite pour un nouveau numéro du club. Ciao, ciao. Ah bah, Tu peux